la dose de correction qui est nécessaire pour rectifier ou redresser le statut acido-basique des sols. Donc clic. Donc dans la brochure Cholage du Comifère, il y a plusieurs formules de calcul qui sont décrites, mais elles ne sont pas toutes utilisables dans toutes les situations d'analyse. Et puis certaines présentent des biais, on a identifié des biais qui limitent un petit peu leur pertinence. Donc l'objectif ou le cahier des charges qu'on s'est fixé, c'est d'essayer de trouver des formules qui seront pas forcément très différentes, mais qui reposent sur des indicateurs simples et disponibles et qui permettent de calculer la dose de correction nécessaire. Clic. Alors pour ce faire, on a besoin de deux grandes familles d'indicateurs, on l'a déjà un petit peu évoqué dans la journée. Il faut un indicateur qui nous permette de mesurer le niveau initial d'acidité, et ce même indicateur doit nous permettre de fixer le niveau d'acidité souhaitable. Et puis un deuxième type d'indicateur qui permet d'estimer ou de mesurer le pouvoir tampon afin de prévoir la réponse du sol après un apport d'amendement. Clic. Alors, on va commencer par un petit rappel sur ce qu'est le pouvoir tampon, même si ça a déjà été évoqué ce matin. Le pouvoir tampon, c'est la capacité de la phase solide du sol à fixer ou à libérer des protons. Et donc, c'est sa capacité à s'opposer aux variations de pH. Sur la figure de gauche, il y a quelque chose qui est important. C'est on a un rapport entre ce qui est en solution et ce qui est fixé sur le sol qui est relativement grand. Donc moi, j'ai synthétisé ça en mettant un H+ dans la phase liquide et quelques milliers dans la phase solide. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a beaucoup plus de H+ qui sont fixés sur la phase solide que de H+ en solution. Clic. Alors, il y a un petit délai d'affichage chez moi, je suis désolé. Donc le pouvoir tampon, il s'exprime, il exprime différents phénomènes physico-chimiques en fonction du niveau d'acidité. Donc en bas à droite, vous avez deux courbes qui sont des courbes totalement théoriques que j'ai mis ici pour illustrer mon propos et que j'ai quasiment tracé à main levée. Pour les pH très acides, donc en violet, on a une zone où en fait le pouvoir tampon est le reflet de la neutralisation des ions Al3+. Ensuite, quand on monte un petit peu entre des pH environ compris entre 5,5 et 7,5, on a la zone où on va neutraliser les H+ qui sont en solution et qui sont fixés sur la phase solide du sol. Et puis pour les pH les plus basiques, en vert sur les courbes, en fait, ici s'exprime l'équilibre un petit peu complexe entre la pression partielle en CO2 de l'atmosphère, les différentes formes de l'acide carbonique et les carbonates. Nous, on va surtout s'intéresser à la partie bleue des courbes, c'est-à-dire c'est une partie qui est linéaire, et on va voir tout de suite sur la diapo suivante que c'est justifié de la représenter de façon linéaire. Clic. Donc pour ce faire, j'ai repris quelques résultats, je les ai pris quasiment au hasard. Ceux qui connaissent l'article savent qu'il y a beaucoup plus de situations qui ont été étudiées. J'ai pris quelques résultats d'une étude qui a été menée par Skilzielski et al. En 2008. L'objectif de cette diapo, c'est juste de vous montrer deux choses. La réponse des sols, mesurée par la variation de pH face à des apports de quantité croissante de carbonate de calcium, est différente. C'est-à-dire que pour des pouvoirs tampons faibles ou pour des pouvoirs tampons forts, on n'a pas du tout la même pente. Et le deuxième point qu'il faut noter, c'est que ces portions de courbes, en fait, sont bien linéaires, puisqu'on a une série de R2 qui sont tous très proches de 1. Clic. Pour la zone qui nous concerne, en dernier petit rappel, la zone linéaire, en fait, le pouvoir tampon est principalement lié à la teneur en matière organique, à la teneur en argile et à la nature des argiles. Donc, de façon plus ou moins directe, ce pouvoir tampon est très lié à la CEC. Clic.
Alors maintenant, on va faire un tour très rapide, hein. Je vais passer vite sur les diapos des différents indicateurs dont nous disposons. Le premier, le plus usité, c'est le pH. Il a souvent été critiqué pour plein de raisons. La principale, c'est que, on l'a vu, il varie au cours du temps, au fil de l'année, en fonction de différents phénomènes physiques, physiques, chimiques et biologiques. Donc ça induit une double incertitude. Une incertitude sur la valeur qu'on vient de mesurer et sur la fixation du pH souhaitable. Néanmoins, de mon point de vue, le pH est sans doute l'indicateur du statut acido-basique le plus utilisé, le plus lisible. J'en tiens pour preuve la teneur de nos échanges aujourd'hui où, toujours, on a cité le pH comme variable explicative. Clic. Un deuxième indicateur qui nous permet surtout d'appréhender le pouvoir tampon du sol, c'est la CEC Medson. Elle dépend principalement de la nature des constituants du sol et de leur teneur. Et c'est une mesure qui est moins sujette à variation que le pH. Mais, comme j'ai dit, elle ne nous donne qu'une information sur le pouvoir tampon. Clic. La CEC effective, c'est-à-dire la CEC mesurée au pH du sol, et le plus souvent c'est la CEC Cobalti Examine qui est pratiquée quand elle est pratiquée, combine un petit peu les deux indicateurs précédents puisqu'elle dépend très largement de la CEC Medson qui elle est mesurée à pH 7 et elle varie en fonction du niveau de pH des sols. De ce fait, il faudrait le vérifier. J'avais pas de données pour pouvoir le confirmer, mais la CEC effective est sans doute un petit peu variable au fil de l'année. Clic. Et un dernier indicateur qui est utilisé pour le calcul du besoin en base de correction, c'est le taux de saturation de la CEC Medson. Le principal problème de cet indicateur, c'est son niveau d'incertitude. Et ce niveau d'incertitude, il est lié à deux choses. La première, c'est le nombre de déterminations nécessaires. En fait, on calcule le taux de saturation sur la base des teneurs en cations échangeables et sur la base de la CEC Medson. Ça fait 5 résultats qui sont introduits dans le calcul, qui ont chacun d'entre eux à son propre niveau d'incertitude, et ces différentes incertitudes sont combinées pour calculer l'incertitude de la CEC Medson. Ça peut conduire parfois à une précision qui est pas toujours suffisante, en particulier pour les CEC les plus faibles. Et puis il y a une deuxième origine de l'incertitude, c'est le taux de saturation est très sensible à la présence éventuelle de carbonate résiduel dans l'échantillon. Clic. Donc pour essayer d'expliquer ce dernier point, je vous ai mis en bas à droite une figure qui est un petit peu compliquée. Donc en ordonnée, on a les valeurs mesurées de calcium échangeable et en abscisse, on a des valeurs qui sont calculées selon deux modèles. Un premier modèle qui s'applique quand la teneur en carbonate de calcium est inférieure à 30 grammes par kilo et qui tient compte à la fois de la CEC et de la teneur en carbonate de calcium pour calculer ces abscisses. Ça veut dire que pour ces échantillons-là, plus on a de carbonate de calcium, plus le calcium échangeable est important. Pour des échantillons qui présentent une teneur en carbonate supérieure à 30 grammes par kilo, on introduit à la place du paramètre proportionnel à la teneur en carbonate de calcium une constante qui est égale à 9, là, si vous arrivez à lire sur la figure. Ça veut simplement dire qu'on a atteint le niveau d'équilibre entre ce qui peut être solubilisé et la fraction soluble des carbonates dans les conditions de l'extraction du calcium échangeable. Tout ça, en fait, ce qui nous intéresse, c'est surtout le premier modèle, et il nous permet de conclure que
en moyenne, à peu près 50% du calcium des carbonates est solubilisé lors de l'extraction des cations échangeables pour tous les échantillons qui présentent une teneur inférieure à 30 grammes par kilo. Alors, ce n'est évidemment qu'une moyenne, mais ça veut dire que dès qu'on a un petit peu de carbonate résiduel, le calcium échangeable est tout de suite surestimé et du coup, le taux de saturation de la CEC est lui-même surestimé. Clic. Alors, dans la brochure Cholage, la page 56, si vous voulez les retrouver, il y a 3 formules de calcul du besoin en base de correction qui sont présentées. Je ne vais pas les détailler, hein, je vous invite plutôt à relire la brochure Cholage. On va juste regarder un petit peu comment elle fonctionne. Donc, une première qui fait une estimation du pouvoir tampon sur la base d'une estimation de la CEC. On retombe un petit peu sur le rapport entre argile et matière organique que nous a présenté ce matin Jean-Luc Julien. C'est-à-dire que si on regarde les facteurs qui s'appliquent à ces deux variables, on a un rapport qui est à peu près de 5. Et ce calcul tient compte de l'écart entre le pH souhaitable et le pH actuel. Une petite remarque, donc c'est un modèle linéaire qui correspond aux prérequis qu'on avait définis tout à l'heure. Une petite remarque néanmoins, tout à fait à droite, entre les crochets, il y a un plus 0,4 qui conduit à apporter une petite quantité d'amendement basique, même si le pH souhaitable est égal au pH actuel. Alors, je n'ai pas l'origine de ce calcul. Je ne sais pas si c'est un 0,4 qui est sorti d'une régression linéaire ou au contraire, si c'est une volonté des agronomes qui ont mis en place cette formule de s'assurer une petite sécurité. Mais il faut le retenir, ça conduit à surestimer très légèrement les apports de base. Clic. Un deuxième modèle qui a été proposé par Rémy Marin-Laflèche en 1974. On a toujours notre estimation du pouvoir tampon par une estimation de la CEC avec une formule qu'on connaît bien, hein, c'est argile plus 5 MO, qui a été beaucoup utilisée par le passé. Le souci de cette formule, c'est que c'est une formule qui se base sur l'écart entre deux exponentielles. Donc, ça conduit à un calcul de besoin en base qui n'est pas linéaire. Et si on veut remonter un pH qui est très bas, par exemple, on mettra proportionnellement moins d'amendements basiques que pour un pH plus élevé sur le même sol. Clic. Et puis une dernière formule. Donc là, le pouvoir tampon est directement estimé par la CEC et le besoin en base est calculé en fonction d'un écart entre le taux de saturation de la CEC cible, souhaitable, et le taux de saturation actuel. On l'a vu, le gros souci de cette formule, c'est les incertitudes qui affectent la saturation de la CEC. Clic. Donc une première proposition qui repose sur les travaux de Cyzielski, qui a montré en laboratoire hein, et sur des sols qui sont majoritairement issus du nord du bassin parisien que les pentes des droites la réponse du pH des sols à un apport de CaCO3, c'est des droites entre les pH 5 et 7,5, on l'a dit, et cette pente est relativement bien corrélée à la teneur en carbone organique des sols. Du coup, on peut facilement calculer le pH en fonction du pH initial du carbone organique et du carbonate ajouté. Clic. Et on peut en tirer une première proposition de calcul du besoin en base de correction. Clic. Alors, on va étudier une deuxième proposition maintenant. Toujours sur la même étude, on a
Ciesielski a pu montrer qu'une centimole de CaCO3 par kilogramme de sol augmente la CEC effective d'environ une centimole de charge plus par kilo de terre. Le chiffre exact, c'est 1,067. Clic. Donc, sur la base de ces résultats, on pourrait calculer une formule de besoin en base. Hein, elle est à l'écran au milieu. Le souci, c'est que la CEC effective ou le CEC Cobalti Examine, vous l'appelez comme vous voulez, est très peu mesurée dans les laboratoires. Alors, ce n'est pas forcément les laboratoires qui ne veulent pas la mettre en place, hein, c'est le plus souvent les clients qui ont leurs habitudes. Et du coup, ces données ne sont pas accessibles. Donc, on peut essayer d'aller un petit peu plus loin. Clic. On a à notre disposition des modèles empiriques qui permettent de calculer la CEC Cobalti Examine à partir du pH et de la CEC Medson, qui sont assez pertinents. Et on va voir ce que ça donne quand on introduit ces calculs dans le modèle précédent. Clic. On aboutit. Alors j'ai laissé volontairement tous les facteurs pour qu'on comprenne bien l'intégralité du calcul. On aboutit à un modèle qui, de nouveau, se base sur la CEC et qui se base sur l'écart entre le pH souhaitable et le pH actuel. Donc c'est bien un modèle linéaire et on respecte les critères qu'on avait définis au départ. Clic. Donc, si on s'amuse à comparer sur un grand nombre de situations, donc c'est des situations qui sont issues principalement du bassin parisien, mais aussi du centre de la France et de la Bretagne, ces deux méthodes, on se rend compte que fournissent des calculs qui ne sont pas très différents, même si l'ensemble des points garde une apparence un petit peu patatoïde. Et on peut noter que la proposition 2, en moyenne, conduit à des calculs de dose qui sont un petit peu supérieurs à ceux calculés avec la proposition 1. Clic. Donc très rapidement, en conclusion, on aboutit à deux modèles simples qui sont, comme on le souhaitait, basés sur des indicateurs habituels et qui sont adaptés à toutes les situations. Une analyse de terre récente est disponible. Et ces deux modèles conduisent à des calculs qui le plus souvent sont proches. Il reste à les confronter aux données de terrain. Clic. Je vous remercie de votre attention. Merci pour cette intervention. Donc, on va enchaîner tout de suite avec une intervention d'Hélène Lagrange.